Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Coronavirus, quel regard de population de Mopti sur la pandémie? La région de Mopti n'a pas été épargnée par la Covid-19. Comment est-ce que la région est-elle touchée par la pandémie? Et quel regard des populations sur le coronavirus? Les mesures barrières sont-elles respectées dans la zone? Comment y faire face? Studio Tamani pose le débat à Mopti. Nous sommes accueillis dans le locaux de la radio Kaural, une radio partenaire de Studio Tamani. Nos invités, Idrissa Abella Sissé, troisième adjoint au maire de Mopti, Dr Draman Samake, infectiologue et chef de service médecine à l'hôpital Somine Dolo, Madame Nassire Amina Kanta, présidente de la CAFO régionale de Mopti. Je suis Imrana Kilo Amega, auditeur, téléspectateur, invité. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Docteur, quelle est la situation de l'épidémie de Covid-19 à Mopti à la date de ce jour? Merci de me donner la parole, surtout de me donner cette occasion de nous exprimer sur la pandémie de Covid-19 dans la région de Mopti. Alors, comme vous le savez, les premiers cas de la maladie ont été détectés dans la région vers le 4 avril 2020. Alors, de cette date à nos jours, nous avons enregistré en tout 324 cas confirmés de coronavirus dans la région de Mopti. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces 324 cas, tous les cercles de la région ont été touchés. Tous les cercles. Si je prends Banyankara, c'est 29 cas, Bankas, 22 cas, Djéné, 17 cas, Douanzan, 26 cas, Koro, 14, Mopti, le cercle de Mopti, y compris l'hôpital Somino Dolo, nous sommes à 211 cas, Teninkou, 2 cas et Yuaru, 3 cas. Donc, ce qui fait un total de 324 cas à date du 9 février dernier. Alors, sur ces 324 nous avons enregistré malheureusement 37 décès, dont 7 sont survenus au cours de la prise en charge dans les structures dédiées à cela, autrement dit à l'hôpital précisément. Les 30 autres décès ont été enregistrés dans la communauté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce nombre de cas de décès, c'est surtout des patients qui sont arrivés à l'hôpital, qui ont été diagnostiqués, mais qui sont décédés avant qu'on ait les résultats, ou des corps qui sont arrivés à l'hôpital, sur lesquels nous suspections cette infection et chez qui nous avons fait les prélèvements et les tests sont revenus positifs. Voilà, donc c'est la situation des décès. Alors, à la date, sur ces 324 cas, nous avons quand même un taux de... nous avons pu prendre en charge effectivement 260 cas. 260 cas ont été effectivement pris en charge dans ces différentes structures au niveau de la région. Alors, sur ces 260 cas, le nombre de guéris s'élève à 247. Le nombre de guéris 247. Le nombre de périodes de vie, nous en sommes à 10. Et en fait, 25 malades ont été transférés ailleurs, notamment à Bamako et dans certains pays. Comment évolue-t-elle aujourd'hui dans la région? Bon, il faut reconnaître que l'épidémie a évolué en fait en deux phases. Lors des premières, la première phase, donc qui est survenue suite à la survenue de la maladie dans notre pays, nous avons également effectivement eu un bond. Il y avait eu beaucoup de cas jusqu'au mois de juin. Au mois de juillet, nous avions beaucoup de cas. Mais il y a eu un temps de répit et nous avons connu un phénomène de rebond à partir du mois d'octobre, novembre dernier. Il y a eu effectivement un phénomène de rebond, pas seulement dans la région, mais de façon générale au niveau du pays. Donc à la date d'aujourd'hui, alors nous avons quand même des patients qui sont en train d'être suivis. Donc nous avons 5 cas actifs actuellement au niveau de la région qui sont en train d'être suivis dans la site de prise en charge. Et même aujourd'hui, nous avons enregistré des nouveaux cas.
Donc la situation est en train d'évoluer dans le temps, donc de perdurer dans le temps, donc de devenir ce qu'on appelle une endémie. Voilà, une maladie qui va s'installer dans le temps et qu'on aura à faire, face comme les autres maladies d'ailleurs. Voilà. Quel regard portent les populations sur la pandémie? Nous allons écouter les réactions de quelques habitants de Mopti. Nous n'avons jamais vu un jeune victime de Covid-19. Généralement, ce sont les vieilles personnes proches de la mort qui en sont les victimes. Dès qu'ils décèdent d'une maladie compliquée, on affirme que leur décès est lié à la Covid-19. À Mopti, au début, les gens ne croyaient pas. Mais comme ils ont vu certains cas, quand même dans les mosquées, on a distribué des masques. Est-ce que les mesures barrières sont respectées? Pas par tout le monde, mais pas par certains. Parce qu'il y a d'autres qui ne croient même pas jusqu'à présent. Moi, je ne crois pas au coronavirus. On apprend que 1000 personnes ou 10 000 personnes ont contracté la maladie, mais moi, je n'ai jamais vu un malade de Covid-19. Si la maladie existait à Mopti, tout le monde allait le savoir. Personnellement, je crois à la maladie à coronavirus parce que je vois que la situation a carrément changé ici à Mopti. Madame, ces pensées sont-elles généralisées à Mopti quand on entend certains qui disent qu'ils ne croient pas à ce coronavirus? Bon, à mon avis, vraiment, leur avis là, moi je crois qu'il y a eu une amélioration, même si c'est à une hauteur basse quand même. Puis aujourd'hui, on constate les femmes, les hommes portent les masques, la plupart de ces gens-là. Avant, quand même, on ne croyait pas, mais il y a eu une amélioration de l'existence par croissance, par la connaissance de la population, vu l'application des mesures barrières. Vous croyez à la maladie? Moi, je crois à la maladie et je sensibilise les femmes. Puisque les femmes sont en contact direct avec tous les membres de la famille. Ce sont les femmes qui sont vraiment les éléments importants pour lutter contre cette maladie. Comment vous avez été convaincu que la maladie existe? Bon, je suis convaincue parce que la maladie existe par la sensibilisation, par le nombre même que les docteurs donnent. Puisqu'on ne peut pas inventer une maladie si elle n'existe pas. Et il y a aussi des gens qui ont été atteints par cette maladie-là. Donc il faut croire, en tout cas moi je crois, et je sensibilise les autres aussi de croire et respecter les mesures barrières. Vous avez un avis de cas? Non, je n'ai pas vu, mais je crois. Monsieur le maire, c'est la même chose chez vous. Est-ce que vous croyez à la maladie? Bon, avant tout propos, permettez-moi vraiment de saluer les autorités sanitaires. Permettez-moi de saluer les autorités sanitaires pour tous les efforts consentis pour vaincre cette maladie. Moi, je crois à cette maladie. Notre région a enregistré beaucoup de cas, des contaminations, des décès et des guérisons. Donc vous confirmez les 324 cas annoncés? Je le confirme parce que j'ai passé à l'hôpital, j'ai fait le constat, j'ai vu des malades. Il y a des gens qui sont décédés dans les quartiers. Moi, j'ai vu des gens qui sont morts du Covid. Docteur, dans ce micro-trottoir, le premier intervenant pense que c'est une maladie compliquée à des vieilles personnes et après leur décès, on affirme qu'il s'agit de coronavirus. Est-ce le cas? Alors, ce qu'il faut retenir avec le coronavirus, c'est une maladie respiratoire, c'est comme une grippe, c'est une grippe comme les autres grippes en fait. Mais sa particularité c'est quoi? C'est que le coronavirus fait beaucoup plus de victimes parmi les personnes âgées et les personnes qui ont d'autres maladies connues avant qu'il n'y ait le coronavirus. C'est ce qui explique le nombre de décès élevé parmi les personnes âgées. Si vous voyez les 37 décès que nous avons, en tout cas les 7 décès qui ont eu à l'hôpital, pratiquement ils avaient tous plus de 70 ans. Et tous ces malades sont décédés du coronavirus en association avec d'autres maladies, notamment le diabète, notamment l'hypertension, notamment d'autres problèmes respiratoires qu'ils ont avant d'être contaminés par le coronavirus. Une fois que en tout cas, ces facteurs sont réunis, c'est un facteur péjoratif d'évolution de la maladie vers les décès. Donc effectivement, le nombre de cas, même si vous voyez sur le plan mondial, le nombre de cas enregistrés dans la tranche d'âge 50 ans et plus est beaucoup plus considérable que par exemple chez les jeunes.
Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que on ne peut pas avoir aucun signe de la maladie. Voilà. Donc, les personnes bien portantes peuvent faire la maladie sans manifester aucun signe de la maladie. Mais ils vont quand même continuer à contaminer la population, même quand bien même ils sont asymptomatiques. Et même s'ils sont symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ont les signes de la maladie, ils peuvent en guérir spontanément, ça c'est possible. Mais le temps de se faire contaminer et d'en guérir, de la maladie, combien de personnes ils ont à contaminer? C'est ça, le point de question. Donc ce qui est sûr, il y a des tranches d'âge de la population qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres, comme les vieilles personnes dont votre auditeur parlait tantôt. Madame, savez-vous pourquoi certains ne croient pas à la maladie? Vous qui avez eu des contacts avec la population civile? Bon, il y a vraiment les gens qui sont difficiles, la compréhension est difficile. Si eux-mêmes n'assistent pas à un malade de Covid-19, ils n'acceptent pas. Mais moi, je crois que ça, c'est l'ignorance totale. Puisqu'il y a assez d'épidémies, ces gens-là croient à ces épidémies. Pourquoi ne pas croire à l'existence aussi de la Covid? Moi, je crois que c'est l'ignorance totale. Les populations sont-elles suffisamment informées sur la maladie? Oui, la population, à ce jour-là, la population est suffisamment imprégnée de l'existence de la maladie. Puisqu'il y a eu tellement de sensibilisation. Nous-mêmes, à la CAFO, à ça qui rencontre, nous sensibilisons les femmes. Et au niveau des organisations féminines, on sensibilise les femmes. Puisque nous sommes en contact direct avec les enfants. Alors qu'il faut l'hygiène et l'assainissement qui est très important pour la prévention de cette maladie. Par quels moyens les populations ont été informées de cette maladie? Merci. C'est pour vous dire seulement que dès l'apparition des premiers signes au Mali, la mairie, à travers le maire, nous avons mis en place une commission composée des acteurs de la santé, le CAFO, le conseil régional de la société civile, le conseil régional aussi des jeunes. Donc le monsieur de la santé nous a expliqué depuis le début. Donc toutes les personnes qui étaient là-bas ont été sensibilisées et ils ont reçu toutes les informations pour pouvoir vraiment véhiculer ces messages dans la ville. Concrètement, quel a été le rôle des autorités administratives dans la lutte contre la pandémie? Notre rôle a été vraiment très très important parce que nous avons quand même doté toutes les écoles des kits intra-Covid, les médersas, les mosquées et puis la sensibilisation aussi. La sensibilisation à travers des ateliers, à travers des formations des jeunes. Donc notre approche a été tellement importante par rapport à cette maladie. Docteur, vous avez parlé d'une baisse de taux de contamination. Qu'est-ce qui a favorisé selon vous cette baisse de contamination? Bon, en fait, je ne parle pas exactement de baisse de contamination en fait. Je pense que les gens sont en train de baisser de vigilance en fait. Voilà. Donc c'est pas une baisse. En tout cas, c'est vrai que si on voit le nombre de cas, c'est vrai qu'on a de moins en moins de nombre de cas, mais c'est là, il faut trouver l'explication ailleurs. Vous avez vu que tous les tests que nous faisons, les prélèvements que nous faisons dans la région de Mopti, tous les tests sont envoyés à Bamako. Et avant, en tout cas, lors de la première vague, nous avions les résultats au bout de 72 et maximum 4 jours, on avait les résultats. Et tous les prélèvements sont en train de partir à d'autres parties à Bamako pour être traités. Alors, lors de la 10e vague, puisque le nombre de laboratoires dédiés au diagnostic de la maladie, le nombre n'a pas augmenté, alors que nous avons vu la demande était beaucoup plus importante à un moment donné, notamment pour les voyageurs donc, qui faisaient pour le dépistage volontaire, en plus des cas suspects que les services de santé adressaient au laboratoire. Ce qui fait que, en tout cas, il y a eu un nombre important en tout cas, la charge du travail des laboratoires a augmenté considérablement. Cela a impacté sur le délai, ce qu'on nous a parlé, le délai de rendu des résultats au niveau des régions. Parce que maintenant, il fallait attendre 5 jours ou voire une semaine pour avoir le résultat
des tests au niveau des régions. C'est pas très encourageant. Donc ce qui fait que, comme j'ai dit, qu'il y a, à mon avis, il y a plutôt une baisse de vigilance plutôt qu'une baisse réelle du nombre de cas. Bon, alors les autorités en ont été conscients de cette situation, ce qui fait qu'ils ont effectivement mis maintenant à disposition des structures de santé ce qu'on appelle des tests rapides. Donc, des tests rapides, évidemment, il y a des conditions d'utilisation. Lorsque nous pensons que quelqu'un a les signes vraiment de Covid, nous faisons le test rapide sur place une fois avant d'attendre le résultat de la PCR qui peut prendre quelques jours. Donc, ce qui fait que tout de suite, on peut faire ton test. Une fois que c'est positif, on commence les traitements et le malade peut se rétablir beaucoup plus vite. Voilà. Donc, parallèlement à ces tests rapides, il faut faire le test. Il faut faire le test de PCR qui doit forcément passer par, en tout cas, le laboratoire national. Madame, dans ce micro-trottoir, certains ont affirmé que les mesures barrières ne sont pas respectées, notamment dans les marchés où les femmes fréquentent en tout cas les marchés. Est-ce que vous avez eu à mener des sensibilisations dans ces marchés-là pour que les femmes portent les masques? Bien sûr. Par rapport à cette question-là, je suis vraiment contente de me poser cette question-là. Puis c'est au niveau des marchés, ce sont les femmes qui sont au niveau des marchés. On les sensibilise. Et je crois aussi, au niveau des marchés aujourd'hui, tu vois plusieurs femmes qui portent les masques. C'est grâce à notre sensibilisation. Je t'ai dit qu'au niveau de toutes les organisations féminines, au niveau société civile, la CAFO, puisque la CAFO est membre du Conseil régional de la société civile, on mène la sensibilisation au niveau de toutes les associations féminines. Puisque les présidentes ont été concernées, nous avons créé un comité de sensibilisation constitué de toutes les présidentes des associations féminines pour les informer de l'existence de cette maladie et croire vraiment que la maladie existe. Et si on voit aussi, on dit que les jeunes ne sont pas contaminés, ce sont les vieilles. La vieillesse même, c'est une maladie. Les vieux et les vieilles ne peuvent pas supporter les douleurs de cette maladie-là. C'est pourquoi sinon, les jeunes ne sont pas épargnés, les femmes ne sont pas épargnées. Personne n'est épargné, suivant seulement les mesures barrières. Donc vous avez mené des campagnes partout, dans tous les marchés? Oui, tous les marchés, surtout le petit marché de Sakroué. Puis c'est là-bas quand même, c'est où les femmes payent les condiments. À Sévaré ou à Mopti? À Mopti et à Sévaré. Puis les femmes sont partout. Monsieur le maire, est-ce que c'est les mêmes dispositions partout? Oui, à peu près, c'est les mêmes dispositions. Comme je t'avais dit depuis le début, que nous, il y a une commission qui était mise en place, composée du CAFO. Madame est la présidente même du CAFO ici présent. Elle sait tout ce qu'on a fait par rapport à ça, à la sensibilisation, des efforts consentis par la commune, vraiment pour empêcher la propagation de cette maladie. Donc, comme je vous ai dit, l'auditeur qui vient de dire tout de suite qu'il ne croit pas à cette maladie, non. Moi je crois que tout le monde croit à cette maladie. Parce que nous mettons des enquêteurs, nous mettons des gens dans la ville, ils savent que cette maladie existe. Cette maladie existe parce que nous, on a doté toutes les mosquées, les médersas, les marchés, les chefs de quartier. Donc on a distribué plus de 2000, 3000 masques, plus de 3000 masques, des gels partout. Où vous passez, vous allez trouver quand même ces intrants Covid. Mais dans les écoles, certains ont affirmé que les mesures, il n'y a pas eu de masques, il n'y a pas eu d'autres mesures barrières dans les écoles. Pourquoi? Non, toutes les écoles ont été dotées. J'ai la liste sur moi ici. Toutes les écoles ont été dotées. Ils ont émargé, vous voyez. Toutes les écoles. Vous voyez. Toutes les écoles ont été dotées. Toutes les écoles et les médecins. Les écoles publiques, les écoles privées et les madrasas ont été dotées. Dotées de masques? Dotées de masques et des gels, des kits Covid-19. Toutes les écoles ont été dotées. À la rentrée, toutes les écoles ont été dotées. Alors, comment se fait la prise en charge des patients? Vous avez à un moment donné, vous avez passé à côté. Ok, en fait, c'est que d'abord, la prise en charge des malades atteints de Covid, c'est une prise en charge gratuite. Du diagnostic au traitement, toute la procédure est gratuite pour le malade. Alors, la procédure, c'est quoi? Lorsque vous avez des signes, les signes de grippe, comme je viens de le dire, vous avez des signes de grippe, vous vous présentez dans une structure de santé, les gens de santé suspectent que votre grippe pourrait être le coronavirus et vous proposent le test de Covid.
le test va affirmer que vous l'êtes ou que vous ne l'êtes pas. Ça, c'est la première voie pour que, en tout cas, un malade soit pris en charge. Il y a d'autres situations. Lorsque nous avons des cas qui ont été confirmés, c'est les cas contacts de ces cas confirmés, nous les soumettons au contrôle. Donc nous testons tous les cas contacts d'un cas confirmé pour voir si dans le lot de ces personnes contacts, il y a des cas qui sont positifs. Dans ces situations, nous avons les collègues de travail au travail, en famille, ou bien au cours du voyage, par exemple, un patient peut exposer d'autres personnes à sa maladie. Il y a d'autres situations, les patients peuvent se présenter volontairement dans les structures de santé pour voir, docteur, je pense, en tout cas, à la lumière des explications qu'on nous donne sur la maladie, je doute si je n'ai pas le coronavirus. Nous le soumettons au test. Ils font le test. S'ils sont testés positifs, nous le prenons en charge. La prise en charge peut se faire à des niveaux. La prise en charge peut se faire au niveau de l'hôpital ou bien la structure de santé dédiée à cela, ou au niveau de la communauté. Les cas de prise en charge au niveau de l'hôpital, ce sont les patients qui ont, comme je l'ai dit, qui ont qu'on appelle des facteurs de comorbidité. C'est-à-dire qu'il y a d'autres maladies associées au coronavirus. Un patient qui est testé positif et qui a le diabète, ou qui a d'autres problèmes de respiration, par exemple, nous les hospitalisons dans la structure de santé pour un meilleur suivi. Maintenant, pour les patients qui sont testés positifs, mais qui n'ont aucun signe, si on appelle les patients asymptomatiques, ils sont éligibles au suivi dans la communauté. Donc ce suivi également ne se fait pas. En tout cas, le malade n'est pas laissé à son propre compte. Donc c'est un agent de santé qui fait le suivi, soit à partir du téléphone, pour recueillir quotidiennement les plaintes du patient, jusqu'à ce qu'on ait les 2 tests négatifs après son traitement. Donc qui correspond aux critères de guérison de la personne. Alors pour les personnes, comme je l'ai dit, donc c'est les médicaments qu'on nous administrons, et même pour les patients qui ont d'autres maladies associées au coronavirus, également la prise en charge est faite par les structures de santé. Monsieur le maire, vous avez dit tout à l'heure que vous avez distribué des masques partout dans tous les établissements scolaires, mais au niveau de la mairie, on ne sent pas ces mesures barrières-là. Mais au niveau de la mairie, quand vous rentrez, il y a une dame devant la porte qui avec un thermoflash pour prendre la température. Tous les bureaux sont dotés de gel hydroalcoolique et les masques sont disponibles. Et les masques aussi sont disponibles au secrétariat. Donc la mairie a pris toutes les dispositions, même les rentrées ont été filtrées par rapport à cette maladie. Donc au niveau de la mairie, au niveau des centres d'état secondaires, au niveau des centres d'état principal, toutes les mesures ont été prises. Mais hier, quand nous avons passé par là, nous n'avons pas vu ces dispositions-là que vous venez de dire. Bon, hier, c'est autre chose. Même tout de suite, la dame, elle est là-bas, toutes les dispositions. Dans mon bureau, lorsque vous avez passé, vous avez vu, c'était sur ma table. Donc, tout est disponible dans tous les bureaux. Il existe quand même des gels et puis des masques. Alors, dans vos perspectives, quelles sont les dispositions que vous êtes en train de prendre pour encore expliquer davantage la maladie à la population? Ok, merci. C'est le lieu d'insister sur le respect des mesures barrières édictées par les autorités, à savoir le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon, l'utilisation des gels hydroalcooliques et puis surtout le port obligatoire des masques. Nous allons continuer à sensibiliser et à doter les chefs des quartiers et les écoles des kits pour vraiment arrêter la propagation de cette maladie. Donc, madame, au niveau des autres organisations féminines, est-ce que vous avez touché les autres organisations féminines pour qu'elles aussi, de leur côté, puissent faire des sensibilisations dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus? Je dis oui, puisque toutes les associations féminines de Mopti sont membres du conseil régional de la société civile. Et la présidente de la société civile vraiment a mouillé son maillot par rapport à cette sensibilisation. Toutes les organisations ont été sensibilisées. Mais maintenant, ce qu'on demande seulement de nous renforcer à avoir les masques là, pour qu'on puisse vraiment servir toutes les associations de la ville. Elle a une quantité suffisante de masques. Donc sinon, vous affirmez que vous n'avez pas eu assez de quantité suffisante? Nous n'avons pas eu assez de quantité suffisante puisque les associations sont nombreuses.
Et les associations comptent souvent 60 femmes. Vous avez eu combien au total de masques? Bon, nous avons eu 200. Ça ne nous suffit pas. Nous supplions quand même... Pour toute la CAFO? Oui, pour toute la CAFO. Là, c'est un peu insuffisant. Uniquement donc, pour les membres doter, ou pour... Doter les conseils régionaux de la société civile pour que ces conseils puissent servir les autres associations. Puisque toutes les associations sont membres du conseil. Et la CAFO est membre du conseil. La CAFO a plus de 100 associations ou bien 200 même. Je me permets de le dire. Docteur, pourquoi des organisations féminines n'arrivent pas à avoir assez de dispositifs de prévention? Alors, en fait, je pense qu'il y a certains moyens sur lesquels il faut encore faire beaucoup d'efforts. En fait, c'est vrai que beaucoup ont été faits. Quand nous voyons le début de l'épidémie à maintenant, quelqu'un l'a dit tantôt, au début les gens étaient réticents même au port du masque, mais de plus en plus nous continuons à le faire. Alors comme je l'ai dit, les masques ont une durée de vie. Donc même si nous dotons toutes les associations en masque, il faut alors en tout cas avoir un système de renouvellement, en tout cas un système de pérennisation par rapport à l'acquisition de ces masques-là. Je pense qu'il faut également mettre à profit les partenaires de proximité pour qu'ils puissent aider effectivement ces associations de la CAFO pour l'acquisition de notamment, est-ce que des démarches sont en train de faire au niveau de la mairie par rapport à ça? Oui, on est en train quand même, tout de suite, on a envoyé une correspondance à l'Action Mopti qui est en train de prendre des dispositions pour former les jeunes par rapport à la sensibilisation et nous doter aussi des kits Covid-19 pour qu'on puisse vraiment donner vraiment à la population. Comme l'a bien dit madame, le CAFO a réussi 200, mais toutes les associations, jeunes, femmes, toutes les associations ont été dotées des kits Covid. Mais 200 masques, est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est pour la CAFO seulement. Mais il y a les associations qui forment la CAFO et toutes les autres associations ont reçu des kits. Vous voyez, ils ont reçu des kits et puis on a donné aussi donc à la CAFO. Donc ces kits-là uniquement pour les personnels de la CAFO? Voilà, les dessins, c'est pour les personnels de la CAFO. Toutes les autres associations, jeunes, femmes, ont reçu à leur tour aussi des kits. Au niveau du gouvernement et au niveau de la commune. Et au niveau de nos partenaires aussi, qui sont là, les réfugiés, les associations de jeunes, les associations de femmes, toutes les associations en ont reçu. Docteur, quelles difficultés auxquelles font face les médecins en charge de la pandémie? Ok. Permettez-moi d'abord de rappeler que dans la lutte contre la Covid, en fait c'est une chaîne. Une chaîne où il y a des maillons. Les maillons institutionnels, les maillons organisationnels au niveau des services de santé et la mise à disposition des intrants, des médicaments, etc. C'est vrai qu'au début de la pandémie, nous avions beaucoup de difficultés. D'ailleurs, ce n'est pas seulement propre au Mali. C'était une nouvelle maladie et il fallait s'organiser. Et donc cette capacité d'adaptation... Quelles sont ces difficultés-là que vous avez au début? Ces difficultés, c'était quoi? C'était d'abord, lorsque nous avons des malades, où est-ce qu'il faut les prendre en charge? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les malades, le coronavirus, c'est une maladie hautement contagieuse. C'est-à-dire qu'une seule personne peut contaminer toute une famille, par exemple, tout un travail. Alors lorsqu'ils sont dépistés, il faut les isoler à un endroit où ils ne soient pas, en tout cas, source de contamination du reste des malades. Qui devrait prendre cet espace-là en charge? La mairie? Non, pas seulement la mairie, il y a l'État et ses partenaires. Comme je l'ai dit, c'était des difficultés au début, mais ces difficultés maintenant sont maintenant, nous avons pu aplanir ces difficultés. Donc il y a maintenant les structures, au niveau de tous les centres de santé de référence. Nous avons des sites qui ont été aménagés pour la prise en charge des cas de Covid. Alors l'autre difficulté, c'était peut-être la formation du personnel socio-sanitaire. C'est ce personnel qui est dédié à la prise en charge des malades. Et Dieu merci, à la date d'aujourd'hui également, dans tous les districts sanitaires, les formations ont été faites pour permettre au personnel de santé d'avoir les ressources, les compétences nécessaires pour la prise en charge. Alors l'autre difficulté, c'est la communauté. Parce que la prise en charge, comme je l'ai dit, c'est une chaîne. Hein. Nous faisons la prise en charge. Mais en amont, il faut la prévention. Et cette prévention, la population a un rôle important à faire dans ce domaine-là. Est-ce que la population a été informée de son rôle?
je pense que beaucoup a été fait. Si nous prenons le début de l'infection à maintenant, beaucoup de choses ont été faites par rapport à l'information. Comme elle a dit tantôt, beaucoup de personnes ne croyaient pas à la maladie au début. Mais je ne dirais pas que tout le monde croit à la maladie pour le moment, mais en tout cas, la majeure partie de la population croit à la maladie, en tout cas, ou a entendu parler au moins de la maladie. Mais c'est un travail, ce travail de communication doit être poursuivi parce que nous devons faire un travail de longue haleine pour amener les populations à ces difficultés que vous venez d'énumérer, est-ce les mêmes difficultés qu'au moment de la fièvre hémorragique Crimée-Congo? Bon, les difficultés ne sont pas les mêmes, puisque d'abord les modes de contamination de ces maladies ne sont pas les mêmes. Donc il n'y a pas le même risque pour toute la population, pour la fièvre hémorragique que pour le coronavirus. Mais comme je l'ai dit, la meilleure façon d'abord de vaincre une maladie, il faut d'abord le croire. Il faut d'abord croire à la maladie. Et c'est cet effort que nous devons faire auprès de la population pour l'amener d'abord à comprendre, à croire à la maladie d'abord et s'engager dans la lutte contre cette maladie. Donc les difficultés n'ont pas été en tout cas les mêmes sur le plan, en tout cas sur le plan de la prévention, parce que nous n'avons pas les mêmes modes de prévention. Mais il faut quand même savoir que, en tout cas, nous sommes face à une population auprès de laquelle il faut quand même intensifier les efforts de communication pour les amener à comprendre et donc à adhérer aux efforts de prévention de la maladie. Madame, l'engagement de lutte contre la maladie à coronavirus est-il senti auprès de la société civile? Je dis oui, on a senti ça, puisque par rapport même un peu le respect des mesures barrières de la Covid-19, on sent que la population a vraiment pris conscience. Ça a diminué quand même. Puis c'est avec ce port des masques là, laver les mains au savon et puis mettre le gel, là vraiment je crois que ça a eu un progrès massif même au niveau de la société civile. Puis c'est pourquoi les gens n'ont pas, au début on a eu vraiment difficulté de connaître, d'adhérer et accepter l'existence de cette maladie, puisqu'on dit que les suspects, il y a plusieurs suspects, mais après l'analyse, on trouve que c'est négatif. Là aussi, ça a été doute, ça s'est mis de doute dans l'esprit de la société. Mais ils voient que ça continue vraiment maintenant, je crois qu'avec la sensibilisation. Donc vous confirmez qu'au début, les gens n'ont pas confiance au test? N'ont pas confiance au début, il y a eu assez de problèmes. Même nous qui sensibilisons là, on dit même qu'on nous a donné de l'argent pour sensibiliser. Sinon, la maladie, ça c'est un projet. Tout ça, on a entendu. Mais aujourd'hui, la population est consciente de l'existence de cette maladie grâce à l'effort de la santé, grâce à l'effort des relais communautaires, grâce à l'effort des organisations de la société civile. On est conscient. Monsieur le maire, d'autres ont, comme il l'a si bien dit, d'autres ont affirmé que cette maladie est juste un business des autorités. Est-ce le cas? Bon, tu sais que ça, c'est les gens qui le pensent. Moi, ce que je peux vous dire seulement, si vous voyez que la courbe là n'a pas évolué, vraiment, cela veut dire que la sensibilisation, les gens ont cru à cette maladie et puis les gens sont en train de prendre des dispositions vraiment pour vaincre cette maladie. C'est pour vous dire seulement que ceux qui disent que tous, ils reviennent pour nous dire vraiment, on a compris maintenant que cette maladie, elle est réelle. Donc, c'est pour cela, à Mopti, vous avez constaté que la courbe là, elle est relativement baisse par rapport au début. Donc actuellement, comme l'a bien dit les autres, les gens ne croyaient pas. Mais actuellement, les gens croient vraiment à cette maladie. Surtout les chefs de quartier et les présidents des Sudeki ont été des vecteurs par rapport à ça pour véhiculer le message là où on doit le véhiculer, pour que toute la population puisse vraiment cerner ce problème, faire ce problème d'un problème social, d'un problème de la ville, pour empêcher la propagation. Vous savez, la densité de la commune de Mopti, elle est tellement forte. Si ces mesures édictées n'étaient pas respectées, vous allez voir la courbe aller rehausser. Donc c'est pour vous dire seulement qu'au niveau des mosquées, la sensibilisation au niveau des mosquées, au niveau des écoles, au niveau des marchés ont été vraiment faites. Selon vous, quel regard les populations ont envers les patients guéris de la Covid-19? Bon, actuellement, vraiment, les gens commencent à comprendre. Sinon, au début, les gens vraiment se méfiaient.
Bon, ça aussi, ça a été vraiment l'objet de beaucoup de sensibilisation pour que les gens comprennent une fois une personne guérie. Donc sont-ils marginalisés? Au début, mais actuellement, vraiment, les gens ont compris. Quelles en sont les raisons au début? Les raisons, c'est pour vous dire que c'est la sensibilisation. C'est pour ça que j'ai dit au début, je remercie vraiment les autorités sanitaires pour tout ce qu'ils sont faits par rapport à ça. Les autorités communales, le gouvernorat, les associations, les ONG de la place. Tout le monde s'y met par rapport à cette maladie. Docteur, comment doit-on entretenir une personne qui a déjà contracté la maladie? Alors, je veux dire, quelqu'un qui a fait le coronavirus, il en guérit sans séquelles et donc il n'y a pas de raison que quelqu'un qui est guéri du coronavirus soit stigmatisé ou marginalisé. D'autant plus que, alors c'est une maladie, comme je l'ai dit, c'est pas une maladie honteuse comme on le dit, comme quelqu'un maintenant le dit, mais je pense que ces considérations vraiment ont beaucoup évolué dans le temps. Hein. Donc, un malade qui a déjà fait le coronavirus, nous en avons tellement maintenant dans la région et même au Mali. Donc je pense qu'il n'y a pas de traitement particulier ou de faveur particulière à la accorder. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il soit plutôt des relais dans la sensibilisation de la population contre la maladie. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce à dire que cette personne est susceptible de transmettre le virus? Une personne qui a fait le coronavirus, il peut refaire le coronavirus. Une personne guérie n'est pas à l'abri d'être recontaminée par la maladie. Et alors, lorsqu'on est contaminé, même si on est symptomatique, malheureusement, on peut contaminer d'autres personnes, même si on n'a pas des signes de la maladie. Donc, qu'il s'agisse de quelqu'un qui est guéri du coronavirus ou de quelqu'un qui a le coronavirus ou de toute personne qui est asymptomatique, nous sommes tous susceptibles de transmettre la maladie à toute autre personne. C'est la raison pour laquelle, même quand vous guérissez du coronavirus, nous encourageons le respect des mesures barrières, notamment le port des masques, le lavage des mains à l'eau et au savon, l'utilisation régulière des gels hydroalcooliques pour freiner la propagation de la maladie. Madame, quel a été l'impact du coronavirus sur les activités des femmes? Bon, vraiment, ça a eu un impact positif. Un impact vraiment qui a rendu les femmes, on sait que les femmes sont plus pauvres que les autres. Positif, un impact négatif. Négatif, je dis bien négatif, ce n'est pas positif. Je retire mon mot. C'est négatif. Puis ça nous a empêché de faire nos activités génératrices de revenus. Puis c'est souvent, il faut s'assembler un certain nombre important, 100 femmes. 100 femmes ou bien 200 ou bien souvent même 300. Souvent, quand on a limité le nombre de rencontres et le nombre même des membres de rencontres ne dépasse pas 50 ou bien 20, ça nous a vraiment secoué. Ça nous a retardé dans nos activités génératrices de revenus et nous sommes devenus plus pauvres qu'avant. Nous sommes devenus plus pauvres. Quels sont les secteurs les plus touchés? Les acteurs les plus touchés, les commerçants. La pandémie a bouleversé notre façon de vivre. En ce sens. Donc vous confirmez que vous êtes devenu plus pauvre encore? Oui, je le confirme. Je le confirme parce que les mesures barrières édictées, les frontières, oui, donc l'économie de Mopti était reposée sur le Burkina Faso, oui, donc les frontières étant fermées, vraiment, donc l'économie est au ralenti. Donc vraiment ça a bouleversé, comme l'a dit madame, les ASER. Les ASER ont subi en plein fouet, vraiment, l'économie mopticienne vraiment a subi en plein fouet quand même. Le secteur de la pêche et de l'élevage ont-ils été touchés? Vraiment, le tourisme, les gens venaient un peu, les gens ne viennent plus, ils ont perdu. Comment le secteur de l'élevage et de la pêche a-t-il été touché? Je vous dis, les frontières sont fermées. Mopti est l'une des régions exportateurs des bétails. Donc les frontières étant fermées, vraiment on a des difficultés souvent pour acheminer les trucs. Et puis la rencontre des commerçants, la rencontre dans les foires, vraiment les gens ont peur d'aller. Donc vraiment ça a beaucoup impacté quand même sur l'économie en général de la région de Mopti. Du début à aujourd'hui, combien vous avez perdu comme ressources?
Au niveau de la mairie? Bon, au niveau de la mairie... Ça a impacté? Oui, ça a impacté parce qu'on a même diminué l'effectif. On a diminué l'effectif de la mairie. Oui, donc on a diminué l'effectif de la mairie. Donc ça a impacté vraiment quand même. Nous, on est là, c'est un service souvent social qui gère les quotidiens des Moptichiens. Maintenant, si le service minimum qui est là, souvent, donc ça cause des problèmes. Et puis on a fait quelques jours, les locaux étaient fermés. Donc toutes ces mesures ont vraiment affecté un peu quand même la commune de Mopti. Docteur, où s'effectue le test de Covid-19 à Mopti? Le test Covid-19 s'effectue dans tous les centres de santé de référence. Ce qu'on appelle le CCRF des districts sanitaires. Dans tous les CCRF, on peut faire le test. On peut faire le prélèvement. Et à l'hôpital. Et combien de personnes sont testées par jour? Là, il n'y a pas de nombre... défini, mais si vous voyez en fait, du début de l'épidémie à maintenant, nous avons testé à peu près 10 394 personnes. 10 394 personnes sur à peu près, sur à peu près 12 mois. Et combien coûte le test? Le test, il est gratuit en fait. Lorsque vous vous préparez pour faire le test de Covid, vous ne payez aucune somme. Donc le test est entièrement gratuit. Madame, vous confirmez que le test est gratuit? Oui, je le confirme. Si le docteur le dit, puis c'est moi, je n'ai pas eu un patient qui a fait le test, mais je sais quand même, vu leur effort et comment ils se sont déterminés, je sais que le test est vraiment gratuit. Monsieur le maire, le test est gratuit? Oui, je le confirme parce que moi j'ai fait le test ici, je l'ai fait aussi à Bamako pour voyager. Bamako c'est payant parce que pour avoir peut-être un certificat de voyage, c'est payant. Sinon le test est gratuit, je le confirme. Si vous permettez, allez-y. Je pense qu'il faut qu'on éclaircisse le point là-dessus. Ce point-là, en fait, peut-être que derrière votre question, il y a l'idée, par exemple, les personnes qui payent les 35 000 francs là pour avoir le certificat, en fait. Le test. Et c'est des choses différentes. Le test en lui-même, il est gratuit. C'est-à-dire quand vous prenez pour faire le test, ou bien vous êtes un cas pour faire le test, vous ne payez pas un franc. Maintenant, si vous avez un certificat pour voyager, c'est le certificat qui est payé et ce n'est pas à Mopti ici qu'on le paye. Donc c'est centralisé au niveau de l'Institut national de santé publique. D'accord. Voilà. Nous n'avons pas assez de temps. Le ministère de la Santé avait annoncé l'arrivée prochaine des vaccins. Plus de 8 millions de vaccins, de doses qui seront arrivées en fin mars. Alors, comment la nouvelle a-t-elle été accueillie par les docteurs, notamment les médecins? Alors, nous, agents de santé, nous pensons qu'avoir un vaccin, c'est une très bonne chose. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vaccin ne se choisit pas au hasard. Il y a des compétences requises pour pouvoir, en tout cas, définir des critères par rapport au choix de tel ou tel vaccin. Donc, comme je le disais, la lutte contre la Covid, c'est une chaîne. Donc, la prévention, y compris la vaccination, donc c'est un maillon de chaîne qu'il faut effectivement ajouter aux autres efforts de lutte pour pouvoir... Les médecins sont les premières cibles selon le ministère de la Santé. Est-ce que ici, vous avez été informé? Nous avons été informés, mais je pense que c'est un bon choix pour un départ. Quand on sait que ce sont les gens de santé d'abord qui sont sur la première ligne dans la prise en charge des patients. Évidemment, comme je le sais, un début. Mais la vaccination devrait en principe concerner toute la population. Les médecins sont les premiers cibles. Comment vous avez senti, vous avez entendu cette nouvelle? Bon, j'ai entendu comme vous. Cette nouvelle est réjouissante pour vous? Oui, elle est réjouissante. Bon, devant une pandémie de telle ampleur, la solidarité et le partage doivent être les valeurs cardinales. Vraiment, nous devons vraiment, ceux qui sont là, je profite de mon micro pour demander aux opérateurs économiques, aux ONG qui sont sur place, vraiment de faire des dons de Covid. Parce que nous, on peut donner mais toute la population. Ce n'est pas facile vraiment de doter toute la population. Donc vraiment, je profite de mon micro pour demander vraiment. Merci beaucoup. Et ainsi prend fin ce débat en direct de Mopti sur le coronavirus. Quel regard de population de Mopti sur la pandémie? Et nos invités étaient Idrissa Bella Sissé, 3e adjoint au maire de Mopti, Dr Draman Samake, infectiologue et chef de service médecine à l'hôpital Somine Dolo, Madame Nassir
Siré Amina Kanta, présidente de la CAFO régionale de Mopti. À la présentation, Imirana Kilo Maïga, régie vidéo et mise en onde Mamadi Keïta et Moumine Sendebou. À la coordination, Mouhamadou Touré. À demain pour notre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba.